dans un parti, et Jean-Pierre Tertrais était notre camarade famille d'accueil qui a œuvré à titre militant, à titre bénévole pour accueillir notre camarade Tierno, un jeune MNA dont la situation nous avait été alertée par Nawal Semlali. Alors à cette table, il y a des résistants. Et parmi les résistants, je vais vous les présenter. Il y a tout d'abord Cédric, notre camarade Cédric Juquet, qui a de manière courageuse a dit toutes les difficultés qu'il rencontrait dans l'exercice de sa profession de directeur adjoint gérant des services MNA, mineurs non accompagnés, jeunes majeurs, et la déshérence avec laquelle on laissait ces jeunes dans les prises en charge éducatives. Et à côté de moi, il y a Nawal Semlali, l'avocate à Association Droit des étrangers, qui nous avait signalé aussi le fait que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance du département, qui était tenu de protéger sans condition de nationalité. Fabrice a fait état du programme des jours heureux. Je rappelle que lorsque les ordonnances de 2 et 14 octobre 1945 créent la sécurité sociale, elles créent aussi l'ordonnance du 2 février 1945 qui dit que la protection de l'enfance est due sans condition de nationalité, et elle instaure le primat de l'éducatif sur le répressif. Et nous, avec Nawal, on postulait une chose, c'est que la protection de l'enfance est due sans condition de nationalité. Et pour cela, nous défendrons les jeunes MNA qui ont été déboutés de la protection de l'enfance. Et il nous semblait important, ici on a dans la salle des éducatrices qui travaillent dans des services MNA, qui pourront dire effectivement le dénuement dans lequel on met les services des MNA, ou le prix de journée concernant l'accueil des enfants dans les maisons d'enfants à caractère social est divisé par 4. Et ça, ce n'est juste pas possible. Alors effectivement, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Nawal et Cédric, et effectivement, et je salue aussi l'arrivée aussi de Régine qui est avec nous sur le quartier de Villejean. Elle est une des chevilles ouvrières du collectif CUNE. CUNE, ça veut dire ensemble en espéranto. Et effectivement, notre devoir, c'est de dire on ne peut pas compter sur les pouvoirs en place, on ne peut compter que sur nous-mêmes en pratiquant la démocratie directe. Ensemble, sans condition de nationalité, sur une chose fondatrice, il n'y a pas plus moderne que l'égalité en toute chose, quelle que soit la nationalité. Et cette égalité, nous allons la faire vivre en actes, non pas en mots, mais en actes, en comportement. Parce qu'effectivement, si les pouvoirs publics se comportent de la plus sale des façons, il nous appartient à nous, le genre humain, de défendre une autre conception et de dire que les résistants, on peut encore faire plein de choses. Et c'est pour ça que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais passer tout de suite la parole à Cédric, qui a rédigé le manifeste des jeunes MNA et qui va vous en parler beaucoup mieux que moi. Et bien évidemment, il y aura un échange avec la salle sur les différentes interpellations, et Nawal interviendra sur le volet juridique, parce que c'est un objet extrêmement complexe, plus de 300 textes de loi qui régissent le séjour des étrangers en France. C'est une vraie usine à gaz, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je salue aussi la présence des camarades de Utopia 56, qui œuvrent à Calais, à Rennes et ailleurs, pour l'égalité des droits. Cédric, je te laisse intervenir. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Cette première conférence est plutôt un témoignage et puis un partage d'expérience. Si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est suite à différents parcours professionnels qui m'ont amené à être au plus près des personnes vulnérables. Donc, je suis éducateur spécialisé de formation. J'ai également mon diplôme de CAFERUS qui me permet d'avoir la responsabilité de service. Et l'un de mes derniers postes occupés était la mise en place d'un dispositif pour mineurs non accompagnés de 80 places sur la ville du Mans. Donc je vais vous retracer un petit peu mon parcours personnel, professionnel, vous expliquer un peu moi mes engagements là aujourd'hui, et puis surtout aussi de pouvoir mobiliser le citoyen, de pouvoir éveiller un petit peu les consciences et de faire état de possibilités de pouvoir d'agir que chaque citoyen a, sans forcément faire partie d'une association. Mais en tout cas, il est toujours possible de pouvoir accompagner ces jeunes, quels qu'ils soient. Voilà, donc je suis accompagné de Nawal, on va pouvoir bricoler
ce témoignage. N'hésitez pas à m'interrompre, revenir vers moi si des fois j'utilise des acronymes, des propos que vous ne comprenez pas, il ne faut pas hésiter à m'interpeller. Donc comme je disais, éducateur spécialisé de formation, responsable de service. Toutes ces expériences professionnelles m'ont amené, moi, depuis 20 ans, à renforcer mes valeurs humaines, mes valeurs de solidarité et de fraternité, et puis en tout cas la ferveur conviction de devoir agir au plus près des démunis dans un travail mené en partenariat sur l'ensemble des territoires où j'ai pu travailler. Donc j'ai travaillé beaucoup sur 92, sur 78, sur 72, le 35 également, et j'ai pu constater des disparités énormes de fonctionnement, tant dans l'accueil et l'accompagnement des mineurs non accompagnés que également dans leur régularisation administrative. Tout dépend de avec qui on avait affaire derrière le bureau de la préfecture. Donc là, comme je vous le disais, de 2017 à 2020, j'ai été directeur adjoint d'un dispositif pour 80 places pour mineurs non accompagnés. Donc ce dispositif se scindait en 3 services, avec un service 1 d'évaluation, un deuxième service qu'on appelait le collectif, qui était plus un service pour pouvoir accueillir les plus jeunes, vulnérables, les plus fragiles, donc les 14-16 ans, et puis un service diffus avec des accompagnements où les jeunes étaient plus en autonomie dans leur appartement entre 16 et 18 ans. La première année a été une année assez intense parce qu'il fallait s'installer, s'implanter sur le territoire, se faire connaître auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, de la préfecture et des différentes associations. Et à savoir qu'à défaut d'être en association groupée sur ce territoire-là, j'étais le seul à pouvoir diriger ce service-là. Donc tous les mineurs non accompagnés passaient systématiquement par mon service. L'année 2017 était l'année de mise en place, l'année de changement. Il a fallu bousculer un peu les équipes sur les nouvelles formes. Parce que ce qui est à savoir, c'est que ce dispositif-là était le plus low cost de France, c'est-à-dire que j'étais financé à 56 € par jour par jeune. Au contraire de ma collègue qui, elle, gérait le service protection de l'enfance des petits Sartois, était financée à 157 €. Déjà, rien que de fait, la discrimination républicaine et tarifaire était imposée, ce qui aura forcément des impacts, vous verrez, sur l'accompagnement, sur le management de l'équipe et puis sur également mon poste. Donc ce dispositif-là, dans la mise en place de ce dispositif-là, ça a été une bataille sans nom, constamment et perpétuelle avec les services d'aide sociale à l'enfance. Notamment, les premières batailles que j'ai pu mener, c'était auprès du service d'évaluation, où clairement, on avait mis en place avec une équipe qui était vraiment très très bien, qui avait déjà expérimenté un peu le service d'évaluation avant que moi que j'arrive, avec la notion de repos et de répit pour les jeunes mineurs non accompagnés. Une fois qu'ils étaient installés, pris en charge par les services d'évaluation, sans leur OPP, ni leurs mesures de tutelle, parce qu'ils étaient en attente d'évaluation. Nous, on mettait la notion de repos et de répit. On avait aménagé 2 appartements pour que les jeunes puissent se poser, puissent un petit peu prendre le temps de réfléchir à leur parcours et qu'on puisse mener des entretiens. Donc il y avait toute une notion d'observation autour de la vie quotidienne, le partage des repas, gérer une maison ensemble, la dynamique de groupe. Et puis nos observations nous permettaient d'affiner nos évaluations. Et par la suite, ils avaient des entretiens individuels. On allait, généralement, chaque jeune avait 3 entretiens et on était sur un minimum de 15 jours de prise en charge. Donc ce service a duré pendant une année parce qu'effectivement, ce que moi je proposais, donc ce côté repos, répit, prendre soin, orientation vers le corps médical avec une visite médicale adaptée, et avec des interprètes, une observation autour des activités sportives, des apprentissages de la langue française pour tester un peu leur niveau, et puis des entretiens individuels. Pour les services de l'aide sociale à l'enfance, 15 jours, ça durait beaucoup trop longtemps, et d'autant plus que j'en évaluais mineurs beaucoup trop à leur goût. Donc au bout d'une année, j'ai mené tant bien que mal ce service-là. J'ai refusé de faire du délit de faciès, parce qu'effectivement, quand on me demandait de prendre en charge un jeune, on me montrait sa photo en premier lieu, et il fallait rien qu'au premier jet de regard, il fallait que j'estime déjà qu'il soit mineur ou majeur. Donc ça, ce délit de faciès, j'ai pu le nommer auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, et je refusais de partir avec les dossiers et les photos, je prenais uniquement le jeune. Donc ça, c'était déjà un premier positionnement militant qui m'a rapidement suivi et collé à l'étiquette de ce militant chef de service
directeur adjoint qui venait un petit peu bousculer les services de l'aide sociale à l'enfance. Donc au bout d'une année, ils m'ont gentiment demandé d'arrêter parce que je pense qu'on faisait trop bien notre travail. On devait en évaluer à peu près, on était à un taux de 70% nous d'évaluer et 30% de rejetés. Au contraire du service ici, par exemple pour les chiffres actuels à l'aide sociale à l'enfance de Ille-et-Vilaine, on est à 80% d'évalués mineurs et 20% d'évalués mineurs. Donc il y a quand même un rejet de 80% des jeunes. Quelle est ma plus grande question, c'est qu'est-ce que deviennent ces 80 jeunes-là? Parce qu'ils n'apparaissent à aucun moment dans les radars du 115 et à aucun moment dans les radars de la DDCS. Donc ces jeunes-là sont sur le territoire en proie à la clandestinité. Donc ce service-là s'est arrêté, premier service, et j'ai fait en sorte, deuxième bataille, c'était de pouvoir maintenir mon équipe, parce que j'avais une équipe de 3 femmes travailleurs sociales qui étaient top, qui étaient investies, et un dispositif qui tournait à 80 places. Mais sauf que là, on me retirait 12 et on me retirait 3 professionnels. Donc la deuxième bataille, ça a été de pouvoir maintenir ma capacité d'accueil, donc 80, et de pouvoir maintenir mon équipe, donc ce que j'ai réussi. Donc j'ai réussi à développer plus le service d'accompagnement, on a transféré les places et on a maintenu le budget. Donc ça, c'était déjà une première bataille autour de l'évaluation qui reste encore quelque chose de très difficile encore aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ressortent des services d'évaluation ayant bénéficié que d'un seul entretien, ayant été hébergés pendant 2 mois dans des chambres d'hôtel, en n'ayant vu qu'une éducatrice qu'une fois sur les 2 mois, un entretien qui dure entre 15 et 30 minutes, et puis qui ressortent avec vous n'avez pas l'attitude d'un jeune adolescent, vous avez des papiers soi-disant qui ne correspondent pas aux attentes du service de l'aide sociale à l'enfance ou de la police aux frontières, et puis vous avez un récit stéréotypé. Donc forcément, ce récit stéréotypé, tous les jeunes vont nous raconter un traumatisme vécu, parce qu'il faut se remettre à leur place. Ils ont quitté un pays soit parce qu'ils ont été mandatés par leur famille pour pouvoir réussir et pour pouvoir financer la vie au pays, soit on appelle ça des mineurs fugueurs, ils ont fui la réalité de la maltraitance qu'ils subissaient au pays ou la réalité de leur vie précaire, et ils ont fait le choix d'un coup d'un seul de pouvoir quitter leur pays face à tous les dangers, ou ils vont être un petit peu plus. Il y a plusieurs petites catégories qui a été menée par. Je vous conseille de lire la catégorisation de Natacha Etiemblé, je crois. Madame Etiemblé, une sociologue du Mans, qui a catégorisé un peu les différents profils de ces mineurs. Je vous conseille de pouvoir vous lire, en tout cas, son travail qui est très percutant sur la réalité de ces mineurs-là. Voilà, sur le service d'évaluation, un petit peu, c'est un peu ce que je pourrais en dire, moi, sur ces évaluations qui sont, pour moi, à certains moments, arbitraires, et qui ne permettent à aucun moment de pouvoir les protéger, et on est face à des sorties sèches en direct du service de l'aide sociale à l'enfance, quoi. Et face à cette évaluation, les jeunes sont constamment à l'épreuve du soupçon, quoi. Ils sont face à un traumatisme d'exil qui est traumatique, qui est réellement traumatique. Ils ont vu tous les dangers, que ce soit le chantage, que ce soit la violence, que ce soit la persécution, et surtout face à une carence affective et éducative, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce sont des jeunes qui sont issus de la protection de l'enfance, qui sont en demande et en quête d'une réelle protection, quoi. Donc l'accès à la protection, elle reste un véritable parcours du combattant pour ces MNA, quoi. Que ce soit dans le parcours d'errance, dans la mise à l'abri, les évaluations, les tests osseux, la vérification des documents d'identité, le fichage biométrique, la mise en place d'une mesure de protection pour le tribunal pour enfants était réellement, et une représentation d'autorité parentale, parce que c'est ça l'enjeu le plus majeur pour ces jeunes, c'est qui les représente, quelle est la représentation parentale, qui va pouvoir porter cette représentation parentale et cette autorité parentale qu'ils attendent de fait qu'ils soient soit des enfants orphelins ou en tout cas des parents absents sur le territoire. Et ça reste un véritable parcours du combattant pour ces jeunes qui sont dans des logiques d'attente et qui sont en attente justement de cette représentation parentale. Et donc des milliers de jeunes sur le territoire national n'accèdent pas automatiquement à cette protection. Comme je vous disais, sur le territoire d'Ille-et-Vilaine, 3200 jeunes sont accueillis dans le cadre de la protection de l'enfance. Et au total, sur l'ensemble des jeunes qui sont pris en charge, donc mis à l'abri, et dans le cadre de l'évaluation de leur minorité, 80% d'entre eux
ressortent avec un refus de reconnaissance de minorité. Uniquement 20% sont à la suite pris en charge par différentes associations. Ils sont assez nombreuses sur le territoire, entre 4 et 5, quoi. Sur la région de Vitré, Fougères, Saint-Malo, Rennes, Redon, on a des services d'accompagnement de ces mineurs une fois qu'ils sont reconnus. Mais qu'adviennent-ils de ces 80 autres pourcents de ces jeunes? Que deviennent-ils? Ça, c'est une grande question qui reste un sujet très fort d'inquiétude parce que c'est des jeunes qui vont être soumis à un parcours d'errance, soumis à la clandestinité, et puis ils vont tomber dans un vide juridique, c'est-à-dire qu'ils vont, eux, se présenter avec leurs documents d'identité, leur extrait de date de naissance qu'ils ont réussi tant bien que mal à se procurer, avec la date de naissance en tant que mineur, mais aussi avec un document du service de l'aide sociale à l'enfance qui dit qu'ils ne les reconnaissent pas mineurs. Donc ces jeunes ne peuvent à aucun moment prétendre au 115, ne peuvent même à aucun moment prétendre à l'accueil de jour pour pouvoir se poser, boire un café, laver ses fringues, parce que c'est uniquement pour les adultes. Donc ils se retrouvent dans un vide juridique et complètement coincés face à cette non-reconnaissance de minorité. C'est ce qu'on peut appeler les mi-jeurs. Ils sont mi-mineurs, mi-majeurs, et ils ne peuvent accéder à aucun service et à aucun droit social. C'est ça, aucune couverture santé, aucune couverture de maladie, CMU, AME, il faut attendre plus de 3 mois pour pouvoir bénéficier d'une AME. Ils peuvent pas prétendre aux hébergements d'urgence. Donc le seul chemin, c'est la clandestinité. Et c'est une bataille avec son parcours, parce que de fait, le parcours d'exil traumatique devient maintenant une rupture sur le territoire français. Ils ont pris des dangers pour pouvoir traverser le désert du Sahel, ils ont été enfermés dans des geôles en Libye, ils ont pris leurs risques pour traverser la Méditerranée et arriver soit sur les terres de la Sicile, soit sur les terres de l'Espagne. Et une fois arrivés dans le territoire européen, ce parcours-là devient une énième rupture, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des mineurs, et on les considère comme des faux mineurs. Alors qu'on a réellement un cadre juridique qui permet complètement de les appuyer, et notamment par l'article 375 du Code civil, notamment, qui est la porte d'entrée et la clé pour les juges des enfants. Mais maintenant, ces mineurs-là, une fois qu'ils sont reconnus, le service d'évaluation a finalisé son rapport. Un mineur non accompagné n'accède plus au tribunal pour enfants. Les juges des enfants ne prennent plus la peine de les recevoir en audience. Rarement. Je peux te laisser appuyer sur l'évaluation et sur leurs besoins juridiques après pour leur accompagnement. D'accord. Donc je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis avocate à Rennes depuis 6 ans, je crois, ou 7 ans. Avocate depuis 10 ans. Et en fait, j'ai commencé à assister les mineurs non accompagnés par hasard, puisque je faisais partie du groupe Défense des mineurs. Et un jour, dans le cadre de ma permanence, donc j'ai eu effectivement Tierno, que Jacques connaît bien. Et donc j'ai découvert le problème, il est vrai, des mineurs accompagnés de cette manière. Il avait des documents d'état civil, il se présente devant la juge des enfants, il n'y en a qu'une à Rennes, donc c'est un problème très local, je n'ai pas besoin de la citer, mais beaucoup la connaissent déjà, qui en fait dans, je crois, 99% des cas, va dans le sens de l'administration et donc décide que le jeune n'est pas mineur et refuse donc de prendre en compte les documents d'état civil qu'il présente. Donc on est toujours obligé d'aller en appel ou d'essayer de saisir un juge des tutelles avec l'aide des associations. Alors peut-être, Cédric, je voulais remonter peut-être juste au niveau chronologique pour expliquer comment les jeunes en tout cas arrivent à l'avocat, parce que c'est important de souligner le rôle des associations. Je vois que Anne, qui travaille beaucoup avec Utopia 56, est présente avec nous. Donc Anne notamment, c'est une personne qui accueille souvent, si je dis des bêtises, Anne tu interviendras, qui souvent intervient pour accueillir en premier lieu les jeunes chez elle dans l'attente de trouver une famille d'accueil, donc de façon totalement bénévole par les associations. Donc sauf erreur de ma part, souvent les jeunes ils sont repérés, je crois, dans les gares ou parfois à République parce qu'ils sont en train de errer, et puis de fil en aiguille, peut-être en rencontrant des compatriotes ou autres, les personnes disent bah, tu sais, tu peux aller soit à l'hôtel de police de Rennes ou tu vas aller à la mission Ménard ou Kléber. Et c'est comme ça que les jeunes qui sont complètement perdus, qui sont arrivés là en train, en bus, par l'intermédiaire de bénévoles, souvent par l'Afrique, par l'Espagne, par l'Italie, parfois en étant passés par des camps de mineurs, donc arrivent. Ils sont donc le plus souvent évalués par la mission MNA et ces dernières années, j'ai vu de plus en plus effectivement en une seule journée, c'est-à-dire un seul entretien. Donc
on voit dans le courrier de refus de prise en charge de l'aide sociale à l'enfance que, par exemple, 31 juillet, le jeune est arrivé, il est pris en charge, l'entretien a lieu le 31 juillet, la décision de refus de prise en charge date du 31 juillet. Une journée. Effectivement. Alors que c'est vrai que dans les textes, il est prévu en principe un accueil d'une durée de 5 jours, mais il y a une mauvaise jurisprudence du Conseil d'État, qui est la juridiction suprême administrative, donc de mémoire, j'avoue que je n'ai pas tout révisé, mais l'idée est là, qui dit que en fait, cette durée de 5 jours, elle ne s'impose pas. C'est-à-dire que si l'administration trouve en moins de 5 jours que effectivement la personne n'est pas mineure, eh bien, elle peut tout à fait interrompre cette prise en charge. Donc moi c'est comme ça, je le dis à travers mon expérience, parce que moi je suis arrivée donc très naïvement sur ce type de contentieux, et donc les premières audiences, l'ASE, qui sont représentants, donc de façon voilà, très désinvolte, disaient, ben voilà, nous on a évalué ce jeune, on est compétent, on suit les critères de l'arrêté, parce qu'il y a un arrêté de 2016 qui donne des rubriques, dont une rubrique, si je ne me trompe pas, qui parle bien de l'aspect physique. Donc évidemment, il se repose là-dessus, c'est un texte réglementaire, pour dire, bah oui, on a tout à fait raison de dire que le jeune, il n'a pas un aspect juvénile. Et c'est toujours les phrases stéréotypées que tu as dites tout à l'heure, c'est-à-dire discours stéréotypé, désincarné, alors qu'on sait très bien, pas besoin d'avoir fait psychologie, pour savoir que des personnes qui ont subi des traumatismes, des syndromes de stress post-traumatique peuvent très bien donner des discours et de façon totalement détachée, parce que justement c'est leur seule manière de se protéger du traumatisme qu'ils ont subi. Alors à chaque fois c'est ça, c'est documents d'état civil non probants, et ça c'est aussi ce que j'ai pu découvrir, c'est-à-dire que pour ceux qui arrivent à avoir des documents d'état civil, souvent ils ont un jugement supplétif. Jugement supplétif, c'est souvent quand le jeune n'a pas été déclaré dans le délai légal, en France je crois que c'est 3 ou 5 jours. Si on ne déclare pas le jeune dans le délai prévu par la loi après sa naissance, eh bien il faut saisir un tribunal. En tout cas, c'est la loi en France, et c'est effectivement la loi dans beaucoup de pays francophones, souvent anciennes colonies françaises ou francophones. Et donc c'est notamment le cas en Guinée, au Mali et en RDC. Côte d'Ivoire, maintenant j'ai un doute, mais il me semble que oui aussi. Et donc ces personnes souvent ont donc un jugement supplétif et la retranscription. Et parce que la loi prévoit que la date doit être en toutes lettres, donc la date de naissance, écrite en toutes lettres au lieu d'être en chiffres, parce que, soi-disant, le délai d'appel n'a pas été respecté, on va dire à ce jeune qui souvent a une plus grande difficulté pour obtenir les documents d'état civil, ça ne vaut rien. Et ça, psychologiquement, pour eux, c'est d'une grande violence, parce qu'ils ne comprennent pas en fait ce qu'on leur reproche. On dit, mais c'est pas des faux documents, et c'est même pas ça. On dit, non, non, ce sont des documents irréguliers, ce sont des documents apocryphes. Un mot barbare pour dire, vos documents, ils valent rien. Votre système d'état civil, il est pourri, donc ces documents ne sont pas probants, ça ne prouve pas votre état civil. Donc c'est d'autant plus dur pour les jeunes quand ils ont réussi à avoir des documents, parce que souvent pour leur famille, ça représentait de l'argent. Souvent c'est la famille parfois qui se fait escroquer, parce que vous savez, parfois ils ont des documents qui ne valent rien, parce que le père ou la mère, quand ils les ont encore, sont analphabètes, n'ont pas compris, puis quelqu'un va effectivement parfois leur donner aussi des documents qui ne valent rien. Et donc, nous, en tant qu'avocats, on est saisis grâce aux associations, donc le plus souvent, en tout cas dans mon expérience personnelle, Utopia 56 et le MRAP à Rennes. Et donc le jeune, la première fois, arrive et on essaie de lui expliquer. Alors, ce qui est touchant, c'est que souvent ils comprennent bien, nous, avocats, on est soumis au secret professionnel, donc on est dans une position délicate parce qu'on est obligé de travailler avec les associations, donc de partager des informations. Mais tout ce qui concerne le récit du jeune, donc sa vie, les raisons de son départ, etc., on essaie de le garder, évidemment, pour nous, c'est-à-dire qu'on fait l'entretien en 2 temps. Alors, on explique le cadre juridique pour le jeune, et puis ensuite on le reçoit seul pour qu'il nous explique. Parce que ce qui est important aussi, et ça je l'ai beaucoup appris grâce à ma consoeur Mélanie Leverger, qui historiquement à Rennes, c'est celle qui est vraiment assise des MNA depuis au moins 10 ou 15 ans, je crois, au moins. D'ailleurs, on est une réunion récente où ils ont encore appris plein de choses. Et également Elodie Pro, moi, puis on essaie de faire venir d'autres confrères à consoeurs, mais c'est très technique, finalement c'est très spécifique comme contention, on a du mal à trouver des confrères pour nous aider. Et effectivement, Mélanie Leverger nous a expliqué beaucoup de choses. Alors je ne sais plus où je voulais en venir pour dire ça, mais pour revenir à l'évaluation, effectivement, elle repose sur plusieurs critères. Donc nous, quand on reçoit le jeune la première fois, on essaie de lui expliquer ce qu'on va pouvoir faire. Donc pour un jeune qui est à la rue, ça va être, j'essaie d'expliquer le plus simplement possible, la possibilité de saisir le juge des enfants. Parce que le juge des enfants, c'est le juge de l'enfant en danger. Donc il n'a pas d'hébergement, qui n'a pas de famille, qui est à la rue. Les délais de saisine à Rennes, c'est environ 1 mois, 1 mois et demi à l'heure actuelle, mais alors c'est très variable. Et puis une fois, j'avais fait une belle requête pour demander mesures provisoires d'urgence, prise en charge d'urgence. Bon, je crois que la juge ne s'est jamais prononcée. Alors sur le plan juridique, je ne sais pas si Mélanie l'a fait, mais il faut vraiment s'y pencher.
J'ai retrouvé de la jurisprudence, notamment grâce à l'ADDE, l'association de droit des étrangers dont je fais partie, donc il y a environ 300 ou 400 avocats en France qui font quasiment que du droit des étrangers. Énorme source, je reçois par jour 50 mails avec de la jurisprudence, que ce soit en matière d'asile, séjour ou autre. Il y a certains avocats, notamment de Besançon ou autres, qui travaillent dans des départements frontaliers, donc qui connaissent très bien la question des MNA. Et là, justement, j'ai notamment une ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux, donc d'août 2020, où le juge des référés avait estimé qu'effectivement, il y avait atteinte à une liberté fondamentale. Donc ça, c'est le référé liberté, en 48 heures, on a une audience, pour dire que le jeune qui avait saisi le juge des enfants, mais qui était encore à la rue, avait le droit, jusqu'à ce que le juge statue, d'être pris en charge par le département et d'exiger que le département le prenne en charge. Et ça, il faudra qu'on en reparle avec Utopia, parce que c'est vrai que là, avec Utopia, on compte justement sur les familles d'accueil qui sont formidables, parce qu'elles acceptent quand même d'accueillir des jeunes qu'elles ne connaissent pas de jour en main, les intégrer dans leur famille, sans condition, sans contrepartie. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'attaque vraiment, je pense, et nous avocats, comme tout le monde, je pense que malheureusement on manque de temps, on essaie de faire vivre nos cabinets, payer nos charges, et donc on n'a pas toujours le temps de s'extirper de notre quotidien, de notre petit contentieux, de nos délais. Alors, juste pour finir peut-être sur l'évaluation, il y a le juge des enfants. Dès qu'on arrive, encore une fois, grâce aux associations, à trouver un hébergement pérenne, parce que sinon on ne peut pas faire une attestation d'hébergement, on fait faire une attestation d'hébergement par la famille, ce qui nous permet de saisir le juge des tutelles. Et au niveau local, on est obligé de faire ça, puisqu'on sait que notre juge des enfants, dans 99% des cas, elle va refuser. J'ai donné un exemple à ma stagiaire Laurine, qui est ici, qui a commencé cette semaine au cabinet. Je lui ai donné comme exemple une de mes toutes premières audiences, c'était pour un jeune de Sierra Leone. La PAF, donc police aux frontières, avait été saisie par le département pour analyser les documents d'état civil. Et il disait, il n'y a pas de jugement supplétif. Alors moi, encore une fois, je vous dis en toute naïveté, je dis, tiens, je vais faire des recherches. Puis j'écris à mes confrères de la DD, je dis, mais je comprends pas, je trouve rien sur le jugement supplétif. Et je trouve aucune jurisprudence sur la Sierra Leone. Ils me disent, mais en fait, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a pas de problème en fait, avec la Sierra Leone. Il n'y a pas de jurisprudence parce qu'il n'y a même pas de jugement supplétif. C'est un pays de langue anglo-saxonne, pour des raisons historiques, et donc dans leur droit, ça n'existe pas. Donc j'ai passé tout le week-end à travailler, j'ai traduit l'acte, donc la loi locale pour montrer qu'il n'y avait pas de jugement supplétif. Je plaide pendant 20 minutes devant la juge des enfants dont je vous parlais tout à l'heure, et là, je me suis se recule dans son siège, puis elle prend tout le monde à témoin autour d'elle, l'assistant de justice et l'affaire, elle dit « Non mais il a de la barbe quand même ». Voilà. Alors moi, je vous dis, c'était une de mes premières fois, j'avais vraiment les larmes aux yeux, parce que j'ai bégayé, je disais à la juge, mais je ne sais pas ce que la barbe attend l'âge de 18 ans, je ne suis pas médecin, je ne sais pas, je ne suis pas un garçon, je n'ai pas connu la puberté d'un homme, enfin c'était tellement affligeant, je me demandais, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Moi j'ai été, d'ailleurs, vous voyez, j'arrive toujours pas à m'en remettre, donc voilà d'où on part, c'est-à-dire que pour une juge qui est là, qui est indéboulonnable, et c'est pas qu'elle, c'est ça, parce que souvent on cite son nom, mais je trouve que, bon, déjà j'ai pas envie de le faire pour des raisons personnelles, et puis surtout, c'est que des juges comme ça, il peut y en avoir partout en France. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la disparité de traitement d'un juge à l'autre. C'est-à-dire que là, on est dans un domaine où on a une insécurité juridique qui est absolument terrible. Parce qu'en fonction du juge sur lequel on va tomber, le tribunal, et même la composition, c'est-à-dire la cour administrative d'appel de Nantes, une fois sur deux, pour les Guinéens, on a des bons résultats. Donc là, vous voyez, j'ai un jeune, là, j'attends, j'ai une audience 3 jours, je me dis, attends, je crois que la dernière fois, il y a une jurisprudence mauvaise, donc peut-être cette fois, il va tomber sur la bonne formation. C'est pour vous dire, à croire qu'ils ont les quotas. Donc, il y a un moment, est-ce qu'on va devant le Conseil d'État, on risque de se prendre une mauvaise jurisprudence? Est-ce qu'on en reste là? Donc on ne sait même plus quoi annoncer aux jeunes. Pour eux, c'est d'une insécurité absolument terrible sur le plan psychologique. Donc pour revenir en fait à l'évaluation, dès qu'on peut, en tout cas à Rennes, on essaie de saisir le juge des tutelles. Les délais d'audiencement, ça peut être de 1 à 4 mois, en fonction des circonstances, des confinements, reconfinements, est-ce que le juge est malade, est parti en congé maternité, parce que la justice, comme vous le savez, est très pauvre également et fait que les moyens du bord. Et devant le juge des tutelles, de la même manière, on obtient des résultats très aléatoires. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai obtenu, notamment pour Tierno, on obtient la tutelle, 2 Guinéens, puis 6 mois après, même juge, même genre de circonstances, pas de tutelle. Alors là, c'est vraiment, on ne comprend pas. Vous ne savez plus du tout à quoi vous attendre. Et quand vous faites appel, parce qu'on a le droit de faire appel, vous avez 15 jours pour faire appel, les délais d'audiencement, en ce moment, c'est à peu près 8 mois, je crois, pour les tutelles, et c'est 1 an en matière d'assistance éducative. Et c'est pareil pour les enfants placés, pour violences et autres. Les délais sont absolument inadmissibles. Et ça sera un moindre réforme, c'est que la peine n'est pas suspensive. C'est-à-dire que même si on obtient une décision, on ne peut pas obliger le département à prendre en charge le jeune. Donc là, avec Utopia, il y a des gens qui se sont pris en charge depuis des mois à cause de ça. Donc on a des délais d'appel qui sont absolument inadmissibles et encore une fois des résultats très aléatoires aussi. C'est-à-dire d'un dossier à l'autre, on ne sait jamais si on va obtenir gain de cause ou pas.
surtout sur les questions d'état civil qui bloquent tout. Donc je vais peut-être te redonner la parole Très et puis bien. j'y reviendrai Du coup, après. ça va me permettre de rebondir Beaucoup sur de choses à dire. l'état civil. Et donc, moi, ce manifeste-là et mon positionnement aujourd'hui, moi j'accuse réellement ces dispositifs d'évaluation qui sont approximatifs, arbitraires, qui enclenchent un parcours d'errance de ces jeunes qui sont dans une incapacité de pouvoir s'inscrire dans l'ensemble des dispositifs de droit commun, comme on a pu le préciser. Ils n'ont pas de couverture santé, ils ne peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas accès aux hébergements d'urgence, d'où les associations maintenant qui peuvent se mettre en place sur l'hébergement solidaire. Je reviendrai sur ça un peu plus tard. Donc là, je reviens un petit peu moi, sur le dispositif que j'ai pu mettre en place. Donc le service d'évaluation, on m'avait coupé l'herbe sur le pied. Et effectivement, des entretiens d'une journée, j'ai pu le constater aussi également. Les jeunes qui venaient frapper à ma porte après me dire « Mais moi, je veux me faire évaluer par vous, monsieur Juguet. Ça y est, je suis rejeté, mais je ne pouvais plus rien faire. » Et après, une fois qu'ils étaient reconnus, moi, je ne mettais plus du tout en cause... D'ailleurs, ça n'a jamais été ma mission, mais ces documents d'identité, mais dans les services d'accompagnement, je travaillais très fortement, c'était les premières missions. Quand on accueillait les jeunes, quand on faisait les admissions, c'était de reconstituer leur état civil pour pouvoir les préparer au maximum, notamment à leur régularisation. Donc on a pu se mettre en lien très souvent et on a passé des heures et des heures et des heures dans les différentes ambassades des pays d'origine, parce que la reconstitution de leur état civil est primordial parce qu'il te faut une carte d'identité pour pouvoir passer ton examen, il te faut un passeport pour pouvoir renouveler ton titre de séjour. Donc la reconstitution de leur état civil était l'objectif d'accompagnement le primordial. Ensuite, on mettait en place toutes les formations professionnelles. Donc cette reconstitution d'état civil, effectivement, on peut vite vous en rendre compte qu'avec 56 € par jour, il fallait payer 25 éducateurs, il fallait payer les logements. Je n'avais aucun budget correspondant à la régularisation d'état civil, notamment qu'il fallait payer, alors on va vous dire à la louche, 150 € pour un passeport, 30 € pour une carte consulaire et 15 à 25 € pour une copie conforme d'un document d'état civil. Donc il y avait un budget à peu près de 250 à 300 € par jeune à mettre en place, sans compter le frais de transport. Voilà. Par chance, j'ai réussi à faire accepter que cette mission de reconstitution d'état civil, parce que je savais que si on menait ce travail-là maintenant, il aura des répercussions forcément sur la suite pour leur passage d'examen, notamment pour leur régularisation administrative. J'ai réussi à faire passer un